Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous pour le retour d'Histoire criminelle, votre rendez-vous dédié aux grandes affaires criminelles tous les dimanches sur LCI. Et ce dimanche, une émission spéciale dédiée à l'affaire peut-être la plus intrigante de ces dernières décennies, l'affaire Dupont de Ligonnès. C'était il y a 15 ans, jour pour jour, le 19 avril 2011, les policiers nantais ouvraient une enquête pour disparition inquiétante de la famille Dupont de Ligonnès. Ils vont chercher cette famille, ils ne trouvent rien, il faudra 48 heures pour qu'ils pénètrent à l'intérieur du 55 boulevard Robert Schuman, derrière les murs de cette maison de l'horreur, pour y découvrir, ensevelis sous ces dalles de béton, les corps d'Agnès, la mère de famille, et des 4 enfants. Mais il y a un absent, le père de famille. Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas là, est-il en fuite, en cavale, s'est-il suicidé un peu plus loin? C'est l'énigme publique numéro 1 qui perdure encore aujourd'hui. Alors ce dimanche, nous allons vous livrer les toutes dernières informations, les tout derniers éclairages sur cette affaire. Nous recevrons notamment Gilles Gallou, l'un des premiers policiers qui a travaillé sur ce dossier. Il revient tout juste des États-Unis où il a cherché la trace de Xavier Dupont de Ligonnès et il revient avec un appel à témoins. Il va vous expliquer tout cela dans un instant. Nous recevrons également l'avocat de la famille Dupont de Ligonnès, Maître Goldenstein. Il nous dira ce qu'attend aujourd'hui la famille de Dupont de Ligonnès. Enfin, nous essaierons de percer ce mystère avec Daniel Zaguri, psychiatre, expert auprès des tribunaux. Il a expertisé les plus grands criminels en série et il s'est plongé dans le cerveau de Xavier Dupont de Ligonnès. Et si la religion était au cœur de cette affaire? Vous saurez tout à l'issue de cette émission. Mais tout de suite, avec les meilleurs experts, on va se plonger au cœur de l'enquête. Meilleurs experts de ce dimanche pour tout savoir de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Pour savoir ce qui se cache derrière le visage de Xavier Dupont de Ligonnès, cet homme qui interroge tout le monde. Cet homme-là, que d'ailleurs beaucoup de gens croient avoir aperçu un jour ou l'autre, plus de 1800 signalements, eh bien, on va reprendre l'enquête dans les moindres détails avec nos invités. Plana Radenovic, bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à RTL, vous êtes aussi directrice de collection Polar du réel chez Michalon. Merci beaucoup d'être avec nous, vous connaissez parfaitement cette affaire. Avec nous également Alain Bauer, bonjour, professeur de criminologie au CNAM, ravi de vous retrouver. Vous êtes l'auteur, c'est votre dernier livre, Une autre histoire du crime chez First. Merci d'être avec nous. Et puis plaisir de retrouver Guillaume Faure. Plaisir Bonjour. partagé, Philippe. Guillaume, consultant politique, TF1 LC et auteur d'un podcast sur l'affaire Dupont de Ligonnès, Intérieur Crime, qui cartonne et qu'on peut toujours aller écouter évidemment sur toutes les bonnes plateformes. C'est le plus écouté, plus regardé. Un carton absolu, mais c'est normal parce que cette affaire, et on va en parler pendant 1 heure, elle nous fascine tous et vous allez voir que 15 ans après, elle avance petit à petit, il y a des éclairages différents. D'abord, on va se replonger, on va partir de cette date. On est le 19 avril, c'était il y a 15 ans, jour pour jour, 19 avril 2011. Il y avait donc une enquête qui était ouverte pour disparition inquiétante. D'abord, Plana, pourquoi des policiers ouvrent ce 19 avril une enquête pour disparition inquiétante? Oui, il faut savoir que le 19 avril, ça fait déjà plusieurs jours qu'on n'a aucune nouvelle de la famille Dupont de Ligonnès. Ça fait déjà 2 semaines, plus de 2 semaines. Donc pourquoi ils ouvrent à cet instant-là? Parce que quelques jours avant, donc le 10 avril, des lettres ont été envoyées par Xavier Dupont de Ligonnès aux écoles des enfants, d'une part, au travail d'Agnès et d'autre part à 9 membres de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès pour dire des choses différentes. Alors, à la sphère collègue de travail, école, on dit que toute la famille est partie en Australie, une mutation professionnelle, et à la famille, on sert une version bien plus abracadabrantesque, on va dire, qui est que en fait la famille Dupont de Ligonnès aurait dû partir pour aller aux États-Unis, mais sous couverture pour participer à une mission secrète. Enfin, donc c'est une version qui évidemment inquiète tout le monde. Et par ailleurs, il y a un voisin aussi qui avait signalé quelques jours auparavant, donc mi-avril, s'inquiéter parce que la maison avait l'air inhabitée. La voiture d'Agnès ne bougeait pas. Voilà, les volets restaient clos. Enfin, c'était inquiétant. Alors c'est comme ça que ça va démarrer. Vous évoquez évidemment l'école, notamment qui reçoit donc cette lettre de Xavier Dupont de Ligonnès qui dit on part, on est muté en Australie. Écoutez le directeur de l'établissement où était scolarisée une partie des enfants de Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai reçu un courrier il y a une dizaine de jours de la part du mari m'informant qu'il était muté par son employeur de façon urgente en Australie et que donc il retirait ses enfants de l'établissement. Tout était donc très organisé, il y avait une justification pour tout, pour les uns c'était l'Australie, pour l'autre les États-Unis. Alain,
criminel présumé innocent, qui disparaît, mais qui laisse plein d'écrits comme ça. Ces écrits, ces lettres de Xavier Dupont de Ligonnès, quelle importance elles ont dans ce dossier ? Alors d'abord, comme vous le dites, on ne l'a pas retrouvé. Il est donc supposément vivant et supposément innocent, à défaut d'avoir une procédure qui va jusqu'au bout. D'ailleurs, je précise que pour l'instant, il n'y a pas de procédure particulière le concernant, ni de constatation de son décès, ni de début d'inscription d'un futur procès par contumace. Il y a une sorte d'immense doute. Et c'est un homme qui avait fait des alibis dans ses lettres, entre guillemets. Oui, mais en même temps, il crée de la fumée, puisque c'est pas le même alibi. L'enquêteur que vous allez recevoir tout à l'heure raconte à quel point il a prémédité toute une série d'événements de destruction, de preuves, d'éléments liés à sa communication sur informatique. Il avait, je ne sais plus, une 50aine de pseudos. Il était présent sur une 20aine de sites différents. Il racontait beaucoup de choses. Vous avez vu une photo de Xavier Dupont de Ligonnès, mais il avait au moins 3 physiques différents. Oui. Rasé. Grande capacité à se grimer. Oui, une capacité à disparaître qui est assez impressionnante, puisque effectivement, quand on a les 3 photos les unes à côté des autres, on a du mal à penser que c'est le même personnage. Donc, il y a toute une série d'éléments qui montrent une préméditation profonde et absolue. Et puis, il se trouve que, à force de chercher, la criminologie, à la différence de la psychiatrie ou de la gestion de l'information sur le fait divers, qui est absolument indispensable à notre travail. Moi, je salue beaucoup le travail des journalistes d'enquête sur ces questions. C'est de voir le temps long. Ouais. Or, ce qu'on sait par cumul de l'ensemble des meurtres familiaux, et il y en a beaucoup. Mais si on sort de le mari tue la femme tue le mari, qui est grosso modo l'ordinaire de la partie fait divers, sans vouloir sous-estimer cette réalité, le meurtre familial global, où quelqu'un tue le reste de la famille. Et souvent d'ailleurs les animaux domestiques, il y avait aussi des chiens qui eux-mêmes sont tués et enterrés au même endroit, c'est que l'auteur tente de se suicider sur place ou à proximité. S'il se rate, il reste prostré sur place ou à proximité. Le cas Dupont de Ligonnès est atypique et quasiment unique dans les annales criminelles françaises identifiables, c'est-à-dire chercher quand même sur presque 2 siècles, et quasiment unique dans les annales criminelles américaines où il n'y a qu'un seul exemple, qui est l'affaire John Lees de 1971. Dont il pourrait s'être inspiré. Dont il pourrait éventuellement. C'est une des hypothèses. S'être inspiré, mais je le donne parce que la pulsion américaine de Xavier Dupont de Ligonnès apparaissant de manière assez régulière, peut-être qu'il y a eu cet élément-là. Et donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est justement ça, l'atypicité totale de la préméditation absolue et du doute absolu, malgré la présence d'une scène de crime, des cadavres de la femme et des enfants et des animaux domestiques. Tout est atypique, c'est exactement ce qu'on va voir pendant 1 heure. D'abord, quand il y a une enquête qui est ouverte, Guillaume, la première chose, c'est que les policiers, j'imagine, se renseignent sur la famille. Qu'est-ce qu'on sait de la famille Dupont de Ligonnès le 19 avril 2011 ? Dans la région nantaise, elle est bien insérée. C'est pas une famille qui est connue pour des problèmes particuliers. Il n'y a pas de cris. Les voisins disent pas que les gens se battraient ou seraient particulièrement violents ou que ce serait une famille conflictuelle. Xavier Dupont de Ligonnès, lui, il est originaire du département des Yvelines. Son père a abandonné assez tôt sa mère, qui était très portée sur la religion. Alors, est-ce que c'était la cause ? Est-ce que c'est la conséquence ? Est-ce que c'est parce qu'elle était très portée sur la religion qu'il l'a quittée ? Ou est-ce que elle s'est tournée vers la religion parce qu'il était parti ? Ça, chacun appréciera. Mais toujours est-il qu'elle a cette dévotion qui marque profondément Xavier Dupont de Ligonnès. Avant qu'il n'épouse Agnès, déjà un premier séjour aux États-Unis. Bauer disait les États-Unis, c'est le fil rouge. C'est le fil rouge. Il est parti faire un road trip avec un de ses 2 meilleurs amis aujourd'hui décédés. Ensuite, il épouse Agnès. Il reconnaît l'enfant qu'elle a eu d'un autre lit qui s'appelle Arthur, qui est l'aîné. Et ensuite, il y a 3 autres enfants. Donc ça en fait 4. Et cette famille a vécu à différents endroits. À Nantes, c'est le dernier endroit, mais elle a vécu à Draguignan. Elle a vécu aux États-Unis aussi. Ils avaient tenté de s'installer aux États-Unis. Parce qu'il y a eu un moment où Agnès avait perçu un héritage assez important, 350 000 €. Et c'était le début de l'ère Internet. Lui était convaincu qu'il allait créer des sites Internet qui allaient cartonner. Et ils sont tous partis en Floride. Et donc les États-Unis, c'est vrai que c'est un fil rouge. Mais sinon, pour vous répondre, c'est une famille sans histoire en particulier, mais qui est quand même un petit peu atypique quand on commence à gratter, à chercher. Et le très atypique, c'est évidemment une fois qu'on a une famille sans problème particulier, on a ces lettres un peu curieuses quand même avec des versions différentes. Et puis le 21 avril, les policiers qui vont retourner pour la 3e fois dans cette maison, qui vont la fouiller, une policière qui
voit un bout de gamelle du chien qui dépasse de la dalle en béton sous la terrasse. Et là, évidemment, on creuse, on fouille. Et c'est un extrait du 20h du 21 avril. 4 corps, au moins, ont donc été retrouvés dans l'après-midi, enterrés sous la terrasse, côté jardin de cette maison du centre-ville de Nantes. Tués, selon les premières constatations, par arme à feu. Les corps sont ceux de la mère de famille, de l'aîné Arthur, 21 ans, de son jeune frère Thomas, 19 ans, et de leur sœur Anne, 17 ans. Les voisins s'inquiétaient de ne plus voir la famille de 4 enfants. L'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. Les fouilles bien sûr vont continuer puisque les enquêteurs aperçoivent 2 autres formes enterrées dans cette fosse. Alors les 2 autres formes, ce seront les 2 labradors que vous évoquiez, les 2 autres chiens. On était à au moins 4 corps ce jour-là parce qu'il a fallu fouiller. Et puis au final, il y aura 5 corps, Agnès et les 4 enfants. Le 4e enfant, c'est Thomas. Thomas, on va découvrir qu'il a été piégé en fait par son père. Oui, parce qu'en fait, donc ce qu'on va découvrir, c'est que les 3 enfants d'Agnès et de Xavier Dupont de Ligonnès ont été tués en même temps dans la maison avec Agnès, et que plus tard, c'est le 5 avril, en fait, Xavier Dupont de Ligonnès donne rendez-vous à son fils aîné. En fait, il faut savoir que ce fils aîné, c'est le fils d'Agnès que finalement Xavier a quasi adopté. Enfin, en tout cas, il s'en est occupé comme si c'était son père, mais c'est un fils qu'elle a eu avant le mariage avec lui. Mais il le considère comme son fils, d'ailleurs, même dans la mort, hein, c'est intéressant de le voir. Et donc il va lui donner rendez-vous, lui il habite à Angers pour ses études, il va lui dire de venir en prétextant que sa mère a eu un accident de vélo, et il lui dit on va dîner ensemble. C'est le même scénario que dans la nuit du 3 au 4 avril où la famille était allée dîner puis s'était fait un cinéma avant la tuerie, en tout cas présumée. Et là, ce soir-là, donc il dîne et en fait vraisemblablement il a été tué dans la nuit. Ces corps qu'on va découvrir, Alain, il y a aussi une mise en scène. On va retrouver des objets religieux sur eux. Ça a été soigneusement préparé. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a une préméditation, un aspect symbolique. On oublie d'ailleurs de rappeler qu'il y a aussi les maîtresses de Xavier Dupont de Ligonnès qui sont pas des éléments secondaires parce qu'elles vont ouvrir la piste de l'endettement, du remboursement de prêts antérieurs, de documents qui miraculeusement n'ont pas été totalement détruits dans un outil informatique, d'ailleurs une quasi-antiquité, un vieux Toshiba du début de l'informatique qui permet d'ailleurs de retrouver beaucoup d'activités, des millions de lignes de code, des dossiers cachés, semi-cachés, détruits, mais pas tous. Il y a une mise en scène, un enfumage généralisé qui est d'ailleurs le cadre général on a l'impression qu'il nous a donné tellement de pistes que, y compris, et ça a été un élément qui m'a perturbé, c'est pourquoi on voit un bout de gamelle qui dépasse. C'est pas très dur de finir une fois qu'on est parti et que ça a déjà duré 2 voire même 3 jours, l'ensemble de l'opération, le dîner, l'assassinat, le guet-apens. En plus, comme on le rappelle souvent, il s'y est pris à plusieurs fois pour tuer tout ce petit monde. Il y a un moment, on se dit pourquoi il fait des erreurs aussi grossières. Et peut-être que l'erreur grossière n'est qu'une énième tentative d'égarement, de dissimulation par trop d'informations. Vous savez, j'en mets tellement, ce qui est un élément assez habituel aux États-Unis quand vous voulez noyer une affaire judiciaire. Quand on vous demande 2 documents, vous en envoyez 2 millions en disant je vous ai tout envoyé. Comme marqueur de la préméditation, il y a d'ailleurs les tickets de carte bleue que les enquêteurs, une fois que les corps sont découverts, vont étudier, et on va se rendre compte qu'il est allé acheter, alors c'est peut-être une coïncidence, mais tout le matériel nécessaire pour couler cette fameuse dalle de béton. Petit extrait. Le 1er avril 2011, 2 jours avant le drame, le père de famille achète du ciment, 40 kilos de chaux et une bêche. Aurait-il acheté ces matériaux pour enterrer des corps ? Des indices troublants qui alimentent la thèse d'un crime prémédité. Coïncidence ou préméditation ? À présent, tout semble prêt pour passer à l'acte. Alors évidemment, c'est un élément de plus particulièrement troublant dans tout ce qui a pu être préparé. La grande question, une fois qu'on a les corps, une fois qu'on les a retrouvés, c'est de savoir ce qu'est devenu Xavier Dupont de Ligonnès. On sait qu'il a quitté Nantes le 10 avril. Qu'est-ce qu'il a fait à partir de là ? C'est toute la question. Et pour ça, on va appeler peut-être l'un des policiers qui a travaillé, l'un des premiers policiers qui a travaillé sur ce dossier, c'est Gilles Gallou. Rejoignez-nous, Gilles Gallou. Vous venez avec nous. Vous êtes l'auteur de Xavier Dupont de Ligonnès, un flic au cœur de l'enquête. Un livre passionnant parce que ça reprend toute l'affaire, mais ça nous apporte surtout des infos supplémentaires parce que vous, depuis le départ, vous êtes un peu hanté, mais un peu comme nous tous, par cette affaire.
affaire et vous avez voulu continuer à enquêter, même une fois à la retraite. Vous revenez des États-Unis. On n'a pas arrêté de parler des États-Unis depuis le début de cette émission. Vous allez nous en parler dans un instant. D'abord, Alain le disait, il a pris soin, Xavier Dupont de Ligonnès, une fois que, s'il est coupable évidemment, qu'il a tué sa famille, de nettoyer un peu son passé numérique. Vous racontez ça très bien, parce que vous êtes en charge justement des empreintes numériques qu'il a pu laisser. Et puis il va faire une demande curieuse à tous ses proches. Vous allez retrouver ça dans les mails qu'il peut envoyer. Il demande que ses proches lui envoient des photos pour constituer une sorte d'album photo. Ouais, ça c'est une conviction que j'ai découvert au fil de mon enquête, puisque moi, mon enquête elle a duré 2 ans et j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de gens très 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 proches de Xavier, et sans m'en rendre compte au fil des mois, j'ai découvert que toutes les personnes me disaient mais Xavier m'a demandé telle ou telle photo, et souvent c'était des photos très précises en plus. Et encore dernièrement d'ailleurs, je suis parti aux États-Unis avec quelqu'un proche de Xavier, et il m'a appris dans la voiture que Xavier lui avait demandé des photos. Je savais même pas moi-même. Donc ça va vraiment dans le sens de ce que je pense, et donc tout ça c'est relié avec le fait qu'il était hyper connecté à l'époque en 2011 sur ces systèmes de cloud qu'aujourd'hui on a tous un Google Drive ou un OneDrive dans notre téléphone, mais à l'époque c'était pas du tout commun de cacher ces données dans des serveurs online. Évidemment, c'est un premier indice qui laisse à penser, et c'est peut-être votre conviction qu'il ne s'est pas suicidé, en tout cas pas à courte échéance après avoir tué sa famille, parce que si on se fait un album de famille pour garder des souvenirs, on se dit que c'est pas pour ensuite aller se suicider. Donc c'est un peu curieux. Et puis il y a un autre élément clé qui vous conduit à penser qu'il est vivant, ou en tout cas qu'il ne s'est pas suicidé immédiatement après, c'est la fameuse lettre qu'il va envoyer à son meilleur ami Michel Rétif. On va regarder un petit extrait de cette lettre et vous allez nous en parler parce qu'elle est évidemment cruciale. C'est un document que vous nous révélez. Voilà ce qu'il écrit dans cette lettre. Mon petit Mimi, donc c'est le surnom qu'il donnait à Michel Rétif, son meilleur ami. Je repars, mais sans toi, cette fois-ci, hélas. See you later, alligator. Je penserai bien à toi là-bas. Pas le droit de te dire où, mais tu y es passé avec moi en novembre 90. Indice à creuser, lol. Tout est dit. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire ? Il n'y a pas besoin d'être psychiatre pour analyser ça. Il y a de l'émotion, pour moi, il y a quelque chose de vrai. Surtout quand on connaît les deux hommes qui sont très très très, très proches. Donc je pense qu'à ce moment-là précis, Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas en train de mentir à son ami, il est en train de lui dire adieu. Novembre 90, ils étaient où ? Novembre 90, j'ai eu plusieurs pistes, puisque au bas de cette lettre, il y a Michel Rétif qui a noté Marina Bay, San Francisco. Alors j'ai creusé cette piste par rapport à une piste qui avait été évoquée sur d'autres plateaux de télévision, que j'ai jamais réussi à démontrer. Donc je l'ai abandonnée. C'était la fameuse piste d'une boulangerie dans le quartier français de San Francisco, enfin qui tient pas debout en tout cas à ce jour. Et en fait, j'ai trouvé une photo avec 4 personnes, Xavier, Michel et 2 femmes. Et cette photo m'a beaucoup intéressé puisque c'est une photo que Xavier a justement demandé à Michel dans la semaine qui a suivi les meurtres présumés. Donc cette photo elle est hyper importante. Et j'ai décidé de poster cette photo sur un forum texan, mais vraiment comme une bouteille à la mer, en me disant bon, rien à perdre. Et j'ai eu plus de 9 personnes, 9 femmes qui m'ont répondu en me disant mais moi j'étais là ce jour-là avec eux au Crystal Bar, on a passé des soirées, on a joué à ci à ça. Et donc j'ai commencé à entretenir une relation par Messenger, si vous voulez tout savoir, avec ces 9 femmes. Et puis de fil en aiguille, une a commencé à lâcher un prénom, une deuxième, et puis une autre femme qui est au nord des États-Unis, complètement pas en contact avec elle, m'a lâché le même nom, donc qui est cette femme que j'appelle Laura dans mon livre. Et donc ça, elle me disait toutes, si tu veux savoir quelque chose à propos de Xavier, c'est à Laura qu'il faut demander. C'est donc le Texas. C'est là où vous allez vous rendre et vous allez nous raconter ce que vous avez pu trouver, ce que vous avez pu voir. On va voir qu'il y a eu un appel à témoins qui a été lancé par le shérif du comté de Brewster dans un instant. Je voudrais juste qu'on reprenne un petit peu le fil aussi, parce qu'on a dit qu'il quittait le 10 avril Nantes. On a son parcours assez précis. On peut faire une carte des endroits où il est passé. Il a quitté Nantes, il est passé par Angers, il est passé par La Rochelle, il est passé par Toulouse, il est passé par Avignon, La Seine-sur-Mer, et il finit à Roquebrune-sur-Argence. On va évidemment y revenir. À côté d'Avignon, il va d'ailleurs loger dans un très bel hôtel, un hôtel spa très sympathique où on prend soin de soi. Ça peut sembler quand même assez curieux si on est en cavale et qu'on vient de tuer sa famille. Écoutez ce que disait, c'est assez amusant, la réceptionniste de cet hôtel qui l'a donc accueilli le 12 avril. Est-ce que vous vous souvenez du jour où
Monsieur Dupont de Ligonnès est venu dans votre établissement? Oui, on s'en souvient effectivement. Il est arrivé, donc c'était le mardi 12 avril, sans réserver. Et il nous a demandé une chambre. Il nous a dit qu'il faisait partie d'une société, qu'il était en affaires dans la région. Donc c'était la dernière chambre. Donc on lui a réservé. Il a souhaité dîner. Après, il a été accompagné dans sa chambre. Normalement, comme tous les clients, il a rempli une petite fiche. C'est vrai qu'il l'a remplie avec ses 2 prénoms. Il n'a pas donné son nom de famille, vous voyez. Il s'est présenté sous quel nom? Xavier Laurent. Le nom de... Voilà, c'est avec ses 2 prénoms, en fait. Il a donné son adresse à Nantes. Mais voilà, après tout s'est passé normalement. C'est assez incroyable cette archive Plana. On a du mal à comprendre comment, s'il a tué toute sa famille, il va s'offrir une nuit dans un hôtel de luxe de plaisir. Oui, puis alors, oui, c'est complètement incroyable. Les psychiatres, notamment Daniel Zaguri, que vous allez recevoir, parlent de suicide altruiste. Donc ça veut dire ne pas vouloir abandonner sa famille, même dans la mort. Donc on la tue et on se suicide soi-même. Ouais. On voit plusieurs crimes comme ça. Donc là déjà... Donc là, entre les deux, il prend du plaisir. Et entre les deux, il va dans un hôtel de luxe où il paye, je crois que c'était 219 €. Enfin, en tout cas, c'était plus de 200 €, qui n'est pas du tout son budget. D'ailleurs, après, il ira dans des Formule 1. Donc, Xavier Dupont de Ligonnès, il fait toujours coexister un peu 2 facettes. Il a une facette un peu bling-bling, Xavier Dupont de Ligonnès. Il aime bien manger, aller dans des coins un peu sympas, vivre au-dessus de ses moyens, c'est vraiment son truc. Donc là, il y va, il se cache quand même à peine. Enfin, là, c'est hallucinant. L'archive que vous avez retrouvée, qui est géniale, avec cette dame qui explique, qui donne ses 2 prénoms et sa vraie adresse. Enfin, je veux dire... il cache rien. Voilà, il cache rien. Donc, il n'a pas du tout l'attitude de quelqu'un en cavale normal. Alors on est le 12, on sait qu'ensuite il va arriver à Roquebrune-sur-Argence, et alors là, le 14-15, on a un emploi du temps assez précis de Xavier Dupont de Ligonnès, avant qu'il disparaisse totalement le 15. On a reconstitué une petite fresque temporelle. Le 14 avril, vers 15h30, on sait qu'il va payer une chambre au Formule 1 à Roquebrune-sur-Argence. On a beaucoup parlé de ce Formule 1, ça fait beaucoup de publicité. À 17h30, on sait qu'il va aller, c'est l'image de vidéosurveillance qui est bien connue, à la caisse d'épargne retirer 30 €. Il voit qu'il est filmé, c'est toujours la même histoire quand même. Le 15 avril à 8h, on a une caméra de vidéosurveillance dans l'hôtel où on voit qu'il se prend un café. Il a un livre sous le bras. Tiens, on en reparlera, Guillaume, parce que c'est un petit détail intéressant. Le 15 avril à 10h20, on sait que sa voiture quitte le parking. Et le 15 avril à 16h, on sait qu'il revient garer sa voiture. Et après, il en sort, housse de costume, un objet pointu. Tout le monde dit c'est probablement la carabine. Et il disparaît. Le livre qu'il a dans cet hôtel à 8h le matin. Roman policier de Bernard Minier. Glacé. Le premier. Ouais. Après, il aimait les polars, mais ça consolide un peu la théorie des petits cailloux. C'est-à-dire, je laisse des petites traces, je retire de l'argent, mais seulement 30 €. Je sais que je suis filmé, c'est une des dernières images que je laisse. Voici un roman policier. Enfin, il y a cela, et puis il y a une trajectoire qui est assez peu cohérente si vous pensez que c'est quelqu'un qui va prendre la fuite. C'est-à-dire, pourquoi un tel itinéraire? Vous avez diffusé la carte tout à l'heure, Philippe. On voyait qu'il de Nantes, il va à Angers, puis ensuite il redescend sur La Rochelle, puis Toulouse. Enfin, si vous voulez passer une frontière, pourquoi faire un tour de France avec cet itinéraire-là? Et puis ça se termine dans une région qu'il connaît quand même un petit peu. Il a vécu à Draguignan. Donc la région des Alpes-Maritimes, du Var, c'est pas une région qui lui est totalement inconnue. Maintenant, voilà, 2 hypothèses. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est resté là? Et d'ailleurs, ça va nous ramener. Pourquoi le Sud? Peut-être puisqu'il y avait un aéroport qu'il connaissait et qui lui a permis de partir. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Mais peut-être, Alain, sur la théorie des petits cailloux. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il au Formule 1 baisse de qualité, mais par contre il change de nom, il n'est plus Xavier Laurent, il est Xavier Dupont. C'est une provocation. Et en fait, je crois qu'il attend qu'on découvre les corps, parce qu'il y a un moment, il doit se dire encore un jour. J'ai envoyé toutes les lettres possibles et imaginables. Tout le monde doit être en train de chercher pourquoi on n'est pas encore là-dedans. Ou il se dit, toute puissance. J'ai une avance considérable sur les enquêteurs. D'ailleurs, c'est bon. Il le sait puisqu'il demande la télévision. Il est resté plusieurs jours dans la maison après. Voilà. Et même il fait vivre post-mortem ses enfants, puisque quand il recevait des messages, il répondait lui-même aux messages que ses enfants avaient reçus. Il aurait répondu lui-même sur leur téléphone, avec un style qui se voulait plutôt jeune ou plutôt adolescent. Alors est-ce qu'il était en train de gagner du temps pour organiser son départ, et vers où? Vous, c'est l'une des hypothèses que vous creusez, le fait qu'il soit allé à Nice, prendre un avion, le DL83, je parle sous le contrôle, un avion qui est coaffrété avec Air France, et qui fait Nice-New York,
On sait les États-Unis, on en a beaucoup parlé, évidemment que ça lui tient à cœur. Et il aurait pu prendre ce vol. Vous, c'est l'hypothèse que vous creusez. Voilà, le mot est bien choisi, c'est hypothèse, parce qu'il y en a d'autres. Bien sûr. Il y a aussi celle des camping-cars, j'affirme rien, c'est une des hypothèses. Est-ce qu'elle a été vérifiée en 2011 ? Je suis pas sûr. C'est la question aujourd'hui, 15 ans après, est-ce que nous avons la liste des passagers de ce vol Delta Airlines en direction de New York, alors que vous avez un homme qui tue toute sa famille, qui écrit dans la plupart des courriers « Je pars aux États-Unis », à 60 km de Rogoun-sur-Argence, donc un aéroport, avec un vol qui part vers New York, et c'est pas n'importe quel vol. C'est un vol que Xavier et Michel avaient l'habitude de prendre dans les années 90. Donc c'est pas une simple coïncidence. Et vous avez pu avoir des témoignages de gens qui disent l'avoir vu entre le 15 et les jours suivants, le moment où il aurait pu prendre ce fameux avion. C'est ça qui est absolument passionnant pour moi, en tant que policier retraité, de reprendre l'enquête et de trouver des nouveaux témoins qui n'ont jamais été trouvés. Donc, une agence de location de voitures, voilà. Quelqu'un dans une pizzeria où il aurait mangé. Je pense que n'importe quel journaliste peut prendre sa voiture, aller sur place et refaire le même parcours que moi et retrouver les mêmes témoins, mais peut-être plus. Puisque finalement, moi j'ai passé 4 ou 5 séjours à Roquebrune, mais peut-être que si j'y retourne, je vais retrouver encore d'autres. Donc pour moi, ces témoignages sont cruciaux, puisque ça change la donne. Bien sûr. On n'est plus sur l'hypothèse d'un homme qui part se suicider en sortant du parking de Roquebrune-sur-Argence. On est sur l'hypothèse d'un homme qui est toujours vivant dans la semaine qui suit jusqu'au 21. Jusqu'au 21. C'est là où il prendrait... Qu'est-ce qu'il faisait là ? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse à toutes les questions. L'hypothèse américaine, on en parle en fil rouge depuis le départ, ça a été votre première réponse. Plana, les États-Unis, il adorait ça, il y est allé plus 6 ou 7 fois, il a essayé de s'y installer, c'est son pays de rêve. Oui, et il faut savoir que Xavier Dupont de Ligonnès, dès qu'il revient chez lui, son espace un peu sécure, on va dire, c'est sa cave où il écoute de la country. Donc en plus, c'est quelqu'un dont la culture américaine, c'est vraiment important pour lui. Et en effet, c'est vraiment son rêve. Il faut savoir que c'est aussi la partie de sa culture qui colle avec celle de son père. Et son père meurt très peu de temps avant les drames. Ouais. Donc peut-être que aussi cette envie d'aller aux États-Unis et tout peut aussi découler de cette mort du père, le père qui lui a aussi donné le goût de cette culture américaine. Alors on se pose tous une question, c'est s'il est parti aux États-Unis, comment il peut être aux États-Unis passé inaperçu. Vous êtes allé dans ce coin où il était dans les années 90, on est donc dans le comté de Brewster, on est dans le Texas. Regardez à quoi ça ressemble. Où est-ce qu'il pourrait peut-être vivre ou s'être caché? Alors les images, elles sont assez étonnantes. On voit que ce sont des plaines totalement désertiques. Il y a des endroits visiblement où on peut même vivre sans électricité. On vit de façon extrêmement cachée, extrêmement reclus. Et puis vous avez rencontré Gilles Gallou, le shérif du comté de Brewster. Et il a eu un témoignage, ce shérif, une femme qui dit en 2020, moi j'ai vu quelqu'un avec un accent français, avec un labrador noir, on sait qu'il aimait les labradors, et du coup, le shérif du comté de Brewster a lancé un appel à témoins, écoutez-le. On a reçu l'appel d'une femme. C'est une touriste, elle n'est pas du coin. Elle dit avoir parlé avec un homme à l'accent français qui portait des lunettes de soleil et qui avait un chien. Ça s'est passé en 2020. Gilles Gallou, évidemment, il faut être prudent, c'est un témoignage, quelqu'un en 2020, mais vous, de ce voyage aux États-Unis, de cette rencontre avec le shérif, de cette dame qui dit « j'ai vu quelqu'un avec un accent français », vous en ressortez avec quelle conviction aujourd'hui ? Ma conviction, c'est que on dit sur tous les plateaux de télévision que c'est une affaire où il y a plus de 1800 témoignages, et je pense que justement ce témoignage du Labrador, dit du Labrador, qui va devenir probablement un fil rouge aujourd'hui, il est à ajouter à la liste de ces 1800. Pas comme les 4 dont vous avez parlé tout à l'heure, qui je pense que ça ferait plutôt 1800 plus 4. Voilà ce que je vous répondrai. Donc il est important, Alain. Je pensais qu'il allait arriver avec le Labrador. Parce que moi, je pensais qu'il allait arriver avec Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, on a dit l'un dit l'autre, mais quand même. Je pense qu'il y a aussi, dans l'histoire, si je me rappelle bien, dans le dossier, il y a une certaine Mindy qui réapparaît aussi parmi les... Une relation première fois plus que relation, parce que c'est un des rares prénoms qui apparaît dans l'aventure américaine. J'aurai bientôt de tes nouvelles. C'est ce qu'il dit à Michel. Oui, c'est pour ça. J'aurai bientôt de ces nouvelles. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que, donc, alors là, on n'est pas dans je vais disparaître, c'est la fin, message à son ami, mais en même temps, il y a je vais avoir de ses nouvelles. Alors, soit elle-même est décédée, ce qu'on ne sait pas. Non, je parle avec elle. Voilà. Donc, soit elle est vivante, et donc, l'idée qu'elle aille la rejoindre est une indication exactement inverse au message qu'il. Elle est bel et bien vivante et elle est très étrange, cette femme, puisqu'elle n'accepte de communiquer que pendant ses heures de déjeuner et surtout pas le soir quand elle est à la maison. Donc, je pense qu'elle cache quelque chose, cette dame. Donc, il y a plein de réouvertures nouvelles et toujours surprenantes dans cette affaire.
affaire. Et depuis le début, on en avait déjà parlé, je crois, avec vous. Je dis, moi, dans une affaire pareille, tant qu'il n'y a pas de cadavre, il est donc supposément vivant. Et faisons comme si, parce que c'est le seul moyen de ne pas sombrer dans la folie, dans l'obsession, mais d'entrer dans une enquête parfaitement formalisée. Et je crois qu'effectivement, il manque un certain nombre d'actes d'enquête. Alors en plus, c'est pas très compliqué. Pour les États-Unis, il faut non seulement être sur avoir un passeport valide, un ESTA, c'est-à-dire un visa électronique, qui n'est pas si simple à obtenir. Pas plus en 2011 parce que depuis les attentats de 2001, c'est très resserré, donc on rentre pas aux États-Unis comme on veut, en tout cas en avion. C'est plus facile par la frontière terrestre, on va dire, mais c'est pas le cas. Enfin, cette hypothèse-là n'est pas celle qui est retenue, et on peut apparaître donc à deux endroits différents. Non seulement dans l'ESTA électronique, il faut demander plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant, parce que l'époque est un peu compliquée, et sur le manifeste de l'avion. Donc ce sont des éléments qui s'appellent Xavier Dupont ou qu'il ait des faux papiers. Pour qu'il ait des faux papiers qui fonctionnent, il faut qu'ils soient sur le format électronique. C'est pas du tout la même chose que le bon vieux faux passeport des années 50. Donc je crois qu'il y a plein d'éléments qui iraient plutôt dans le sens des hypothèses de l'excellent ouvrage de Gilles. Merci. Et qu'il faut aller chercher. C'est le moment de l'enquête. C'est quand une enquête n'est pas finie, il faut donc la reprendre. Gilles Gallou chez Max Milot, un flic au cœur de l'affaire. Merci beaucoup. Merci Alain Boer d'être venu. Merci Guillaume. Merci Plana, c'était passionnant. Vous restez avec nous parce qu'on va essayer évidemment de continuer à y voir clair. On voit bien que c'est pas si simple cette affaire du pont de Ligonnès. Alors pour tenter d'avoir une réponse, il faut peut-être se plonger sur le parcours de vie de Xavier Dupont de Ligonnès. Qui était Xavier Dupont de Ligonnès? Dans un instant, on va recevoir deux personnes qui vont avoir deux regards différents. L'avocat de la famille Dupont de Ligonnès, il va nous raconter comment sa famille le perçoit, comment sa famille le voit. Et puis on va recevoir Daniel Zaguri, expert psychiatre qui a expertisé les plus grands criminels en série de France et qui s'est plongé dans le cerveau de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais pour vous donner peut-être une idée de cette personnalité de Xavier Dupont de Ligonnès, il faut remonter au 3 avril, 22h37. Il vient de dîner avec toute sa famille. Ils sont allés au restaurant au Charolais. Ils ont bien mangé après le cinéma. Il va rentrer chez lui. Potentiellement, les heures qui suivent, il tue sa famille. Et entre les deux, il va laisser un message à sa sœur sur son répondeur. Message particulièrement enjoué. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. C'est pas trop tard, tu m'envoies un petit SMS avec ton rappel. Je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Ce message, il est fascinant. Est-ce qu'on peut laisser un tel message en sachant qu'on va, dans les prochaines minutes, tuer toute sa famille? C'est évidemment toute la question. Pour ça, on va essayer d'éclairer la psychologie, le parcours de Xavier Dupont de Ligonnès avec maître Stéphane Goldenstein. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès. Vous défendez notamment sa sœur, on le sait, qui avait écrit un ouvrage pour donner sa version des choses, pointer les failles, selon elle, qui résident dans cette enquête. Vous allez nous en parler. Merci d'être avec nous. Et puis Daniel Zaguri, merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît évidemment, vous êtes le psychiatre de référence, vous avez expertisé les plus grands criminels en série et vous avez décidé de réaliser une enquête psychique. C'est l'énigme publique numéro 1, le titre de votre livre, c'est publié au Seuil et vous avez essayé de comprendre de façon très fouillée, vous avez rencontré ses proches, vous avez tout lu, vous avez beaucoup travaillé et vous avez essayé de comprendre le mécanisme, la pensée de Xavier Dupont de Ligonnès. Ça va être très précieux. Puisqu'on vient d'entendre ce message de répondeur, d'abord Daniel Zaguri, c'est évidemment très troublant. Comment peut-on laisser un message si enjoué, si joyeux à sa sœur en se disant que dans les heures qui suivent, on va tuer toute sa famille? Ça, c'est la marque de fabrique de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est sidérant. Effectivement, et il n'y a pas d'autre réaction possible. Comme c'est sidérant de voir qu'il, par exemple, après avoir déménagé le studio de son fils et après l'avoir très probablement tué, il croise un autre étudiant et lui dit c'est terrible ce qu'il faut faire pour ses enfants. Comme c'est sidérant de voir que quand il va dans cet hôtel 5 étoiles, il fait du gringue à la patronne et il se tape, si je puis dire, un bon repas arrosé. Et il y a beaucoup de choses qui sont totalement sidérantes. Comme c'est sidérant de voir que la nuit, il est réveillé
par une boule dans la gorge, par des pensées suicidaires, et que le lendemain, il est tout gliré. Mais alors, comment vous l'expliquez ? Comment vous l'expliquez ? Alors, d'abord, on le constate. Oui. On le constate, et c'est pas simplement moi qui le constate, c'est tous les témoins. Et c'est très important parce que toutes les hypothèses qui sont construites aujourd'hui sur sa survie reposent là-dessus. C'est-à-dire qu'on prend pour argent comptant une partie seulement de sa personnalité, mais pas l'ensemble de sa personnalité et pas l'ensemble du fil conducteur de son existence. Alors une des clés, me semble-t-il, qui est importante dans son histoire, c'est qu'il est le fils d'un couple totalement improbable. C'est-à-dire qu'il a une maman extrêmement religieuse, plus que bigote, qui est en communication avec Dieu et avec le Christ quotidiennement, qui lui colle, si je puis dire, une prédestination, c'est l'élu. Celle d'être l'élu, d'être un grand de ce monde après l'Apocalypse. Donc ça c'est sa maman. Et puis son papa, lui c'est quelqu'un de plutôt volage, qui aime la vie, qui aime l'alcool, qui aime la cigarette, qui aime les voyages, qui aime l'aventure. Et donc ces deux parents, au fond, il adorait ses parents. Donc il va rester fidèle à l'image de sa mère et à l'enseignement de sa mère et au destin que sa mère lui a attribué, comme il va rester fidèle à ce papa qu'il adore et qui est l'exact contraire de sa mère. Donc il va être à la fois le garçon très marqué par ce qu'il appelle le catéchisme à l'ancienne de sa mère, par ses rencontres religieuses, par son mysticisme, et en même temps le gamin des années 70, on va avec voir les comment... bannes, et puis aimant l'aventure, le voyage, les filles, vraiment la vie. Et alors on va voir justement comment la religion est peut-être le fil conducteur de cette affaire. Avant cela, j'aimerais évidemment mettre votre regard sur ce message. Vous en faites probablement une toute autre lecture. Ce dernier message laissé à votre cliente, Christine, sa sœur, le 3 avril. Oui, alors moi je raisonne par hypothèse. Alors que le docteur Zaguri, que je respecte beaucoup, ne fonctionne pas par hypothèse, il part d'un postulat que cet homme a tué toute sa famille et il essaie de comprendre comment cet homme en est arrivé là. Après ce long monologue du docteur Zaguri, je respecte beaucoup sa position, sauf que moi je ne connais pas la vérité. Et quand vous me parlez justement de ce message que Christine m'a fait écouter en premier dans mon bureau. Et elle me dit, j'ai gardé ce message, la police n'en veut pas vraiment de ce message. Je dis, comment ça, ils veulent pas de ce message? Et en fait, ce message, elle le date, dans la fameuse nuit du 3 au 4, dont on nous dit qu'il aurait tué sa famille. Ou que cette famille aurait été assassinée. On n'a aucune certitude sur les jours, si ce n'est des raisonnements. Oui. Et on prend ce message en disant, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme pour dire à sa sœur, je vais aller coucher les enfants? Mais moi je l'aurais dit cette phrase, j'appelle mes parents ou j'appelle mon frère, ma sœur et je dis rappelle-moi, je vais coucher les enfants, quel que soit leur âge, je vais leur dire bonne nuit. Elle est normale s'il n'y a pas de meurtre après. Elle est normale s'il n'y a pas de meurtre après, mais si on la prend à la lumière de il y a des meurtres derrière, que se passe-t-il dans sa tête? Alors c'est vrai que j'apprécie beaucoup l'analyse du docteur Zaguri, qui est un des rares sachants qui peut se permettre de parler, parce que j'en ai entendu beaucoup entre 2011 et 2015, qui venaient sur des plateaux, psychiatres, parler d'un dossier qu'ils ne connaissaient pas. Et au moins, le mérite du docteur Zaguri, c'est qu'il a travaillé le dossier, travaillé les écrits du dossier. Il n'a pas travaillé le fond du dossier, parce que le fond du dossier, je crois que ne vous intéresse pas forcément. Sauf que, il faut aussi travailler le fond du dossier pour comprendre tout ce qui ne va pas. Alors justement, on va y venir, avant de reprendre le fil de la religion, qui est très important. On est 15 ans après. On a pile poil, aujourd'hui. Pile poil, ouverture d'une disparition inquiétante, c'était le 19 avril 2011. Depuis ce jour-là, il y a eu beaucoup d'actes d'enquête qui ont été faits, peut-être mal faits au début, nous direz-vous. Peut-être. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une impasse? Non mais l'impasse, les policiers, ils sont rentrés tout seuls. C'est-à-dire qu'une impasse, c'est quand on va que dans une seule direction et qu'on ferme pas toutes les portes. Et qu'en réalité, en avril 2011, il y avait plusieurs portes ouvertes. Et en réalité, moi, je constate, et même si j'ai alerté en disant attention, vous partez que dans une seule direction, on m'a dit mais qu'est-ce qu'il raconte l'avocat? Il est complètement fou, il est complotiste, il croit pas à la matérialité des faits et tout. Je dis non, j'essaie juste de comprendre comment un homme seul peut faire ça.
Donc réfléchissez avec moi. Et pourquoi aujourd'hui, 15 ans après, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui se posent la même question. C'est pourquoi cet homme a fait ça. Alors le docteur Zahuri y répond partiellement, mais ça convainc pas du tout mes clients. Mais c'est pas le débat. Enfin, c'est un peu le débat, mais c'est surtout matériellement ce qui s'est passé. Vous dites par exemple que creuser cette fosse sous la dalle de la... Moi je dis que faire ça seul, surtout, c'est pas possible. Voilà. Vous avez fait des calculs, 17 baignoires de terre à évacuer. Ouais, il y avait plusieurs mètres cubes de terre qu'il aurait fallu enlever, qu'on n'a pas retrouvé dans le jardin. Mais c'est surtout un homme seul faire cela. Parce qu'il y a du volume. Et sa sœur nous a expliqué qu'il avait mal au dos à l'époque. Il avait une 50aine d'années et il avait mal au dos. Et moi, j'ai été dans cette maison. C'est très bas, cette terrasse qui en réalité n'est qu'un balcon. Hein. C'est un vulgaire balcon, mais terrasse, ça fait mieux parce qu'il est corps sous la terrasse. Mais en réalité, c'est un vulgaire balcon dans un pavillon qui doit faire 1 mètre de large. Et sous ce mètre de large, on a effectivement découvert les cadavres d'un côté et un seul cadavre de l'autre avec les chiens. Est-ce que pour vous, le fait qu'il soit allé, on revoyait l'archive tout à l'heure, aller acheter dans des magasins de bricolage du béton, du ciment, des chevilles, un mois avant, c'est une coïncidence. Mais c'est sûr que si on met tout à la lumière de ce qu'on a découvert, ça paraît surprenant. Mais d'aller dans un magasin de bricolage acheter de la chaux, ma cliente avait dit que il fallait refaire toute la pelouse parce que les chiens avaient tout abîmé et qu'ils voulaient refaire la pelouse. De la chaux, ça se conçoit. Et puis surtout, ciment. Le fameux Simon Pron, oui, le Simon Pron qui est mou, justement. Tiens, encore un détail qui me gêne, c'est que la lieutenant de police qui a ému par une institution soudaine, alors que c'était au milieu de la lettre, n'allait pas voir sous la terrasse, se dit tiens, si j'allais voir sous la terrasse à la 5e perquisition, et le ciment est mou. Alors que c'est du ciment Pron, donc c'est pas ce ciment-là qu'il aurait acheté, puisque le ciment Pron, comme tout le monde le sait, c'est un ciment qui est solide tout de suite. C'est que des détails, c'est une succession de détails, et ma cliente Christine s'engouffre là-dedans car elle défend son frère. Elle dit bon jusqu'à preuve contraire, vous m'avez pas démontré qu'il a tué tout le monde. Voilà, c'est sa position. Et c'est celle que je relais sans me voiler la face, hein, mais je me dis peut-être c'est pas lui. Oui, vous avez exprimé publiquement vos doutes sur certains points de ce qu'elle avance. Daniel Zahuri, pour vous, si on part du principe qu'il y a eu ce meurtre présumé, mais vous avez raison, c'est le postulat de départ qu'on prend. Oui, mais après c'est un peu hypocrite. Pourquoi ? Non, mais de dire qu'il est présumé innocent parce que c'est ce que dit la loi. Ah oui, bien sûr. Mais les gens qui nous écoutent, pour eux, il est coupable. Ils veulent juste savoir pourquoi il est coupable. Et moi, je dis, dans ce cas de figure, je suis pas certain du tout qu'il soit coupable. C'est tout. S'il l'est, Daniel Zahuri, est-ce que c'est parce que l'élu que vous nous décriviez tout à l'heure, choisi par sa mère, choisi par la religion, a déçu ? Alors, je vais parler de religion, puisque vous me posez la question, mais je voudrais quand même qu'on ne tombe pas dans le piège d'attribuer à une seule cause l'ensemble du parcours de Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès, il a eu des désillusions sentimentales, il a eu des désillusions financières, professionnelles, des illusions narcissiques, et il y a eu cette histoire de religion. Alors, est-ce qu'il s'agit bien de religion, d'ailleurs ? Lui-même va dire « Je n'ai jamais eu la foi parce que je n'ai jamais douté ». Ce qui d'ailleurs est assez... Ce qu'il écrit. Parce que Xavier Dupont de Ligonnès ne cesse de parler sur les sites religieux, d'avoir des faux dialogues d'ailleurs. Donc dans un premier temps, est-ce que c'était la foi ou pas ? Il a cru mordicus, il a cru totalement aux prédications de sa mère. Et il a pensé qu'il serait un élu de ce monde après l'Apocalypse. Alors, ça peut nous paraître absolument sidérant. On peut se dire, mais c'est pas possible, c'est un malade mental, c'est un psychotique, c'est un fou. Et jusqu'à l'âge de 35 ans, il a cru qu'il serait prédestiné à ce rôle grandiose. Alors, quand vous êtes prédestiné, alors, ce qui est terrible, c'est que ça vous prive d'un destin. Puisque vous êtes prédestiné. Mais quand vous êtes prédestiné à être ce personnage extraordinaire, à quoi bon faire des études, à quoi bon faire un certain nombre de choses, à quoi bon un certain nombre d'efforts, etc. Donc, et le jour de cette fameuse apocalypse prévue par sa mère qui ne se produit pas, c'est l'effondrement. Alors,
il se donne à croire à lui-même à ce moment-là qu'il est incroyant, qu'il est agnostique. En réalité, vous connaissez beaucoup d'agnostiques qui passent toute leur soirée sur les sites catholiques. Il n'est pas agnostique. Il est dans une blessure terrible, non cicatrisée, et à ce moment-là, il va se montrer au Dieu. Il va se montrer au Dieu avec sa femme. Il va se montrer au Dieu avec un certain nombre de personnes. Il va se montrer au Dieu sur les sites avec les gens avec lesquels il fait semblant de discuter. Et donc la suite logique, c'est de tuer sa famille et de se suicider ? La suite logique, c'est pas ça. La suite logique, c'est que il est le noyau de son identité, c'est ça. C'est ce catéchisme de sa mère qui est terrible, qui est terrible. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il est profondément déprimé, contrairement à ce que, à l'apparence qu'il se donne, et qu'il est dans une impasse parce que se suicider, ça n'est pas chrétien. Tuer les siens, évidemment, encore moins. Et l'idée qui va supporter tout ça, c'est l'idée de sacrifice. C'est-à-dire qu'il va désymboliser le sacrifice chrétien, et il va le désymboliser pour en faire un sacrifice, si je puis dire, un sacrifice réel. Mais, et il faut bien comprendre que dans sa tête à lui, dans son esprit à lui, tuer les siens, c'était maintenir la réunion de la famille et partir tous ensemble au paradis. Donc c'était un geste grandiose, c'était un geste sublime. Il le dit dans ses dialogues, Dieu ne commande pas les sacrifices, mais il les agrée. Alors c'est très clair. Qu'est-ce que vous dites à cette vision des choses, qui est une vision parmi d'autres ? Déjà, je dis que Geneviève n'a jamais fait de prédiction, mais prédiction. Elle ne fait pas d'obélie, Geneviève. La mère de Xavier. La mère de Xavier. Elle était juste religieuse, mais elle n'était pas. Voilà. Déjà, ça pose une difficulté de compréhension. Qu'il est baigné dans un environnement catholique, oui. Et alors ? Je ne comprends pas comment ça peut être la motivation de ce passage à l'acte. Et si tant est que ça soit le passage à l'acte, généralement, effectivement, dans la religion catholique, dans toutes les religions d'ailleurs, le suicide est interdit. Donc le postulat du docteur Zaguri qui dit un peu tout et son contraire, c'est de dire qu'il s'est suicidé. C'est sa position. Tout en reconnaissant que cet homme est religieux. Donc il ne sait pas trop où il se situerait. Donc, quelle autre vision des choses on peut avoir ? C'est ça Si vous étiez dans un procès d'assises, on vous demanderait à vous, avocat, vous connaissez ça parfaitement, de livrer une autre version, de dire il a pu se passer ça. Alors, si on était devant une cour d'assises avec un très bon président qui dissèque le dossier comme savent le faire les présidents qui ont tout le temps, eh bien, on serait très embêté. Parce que quand on commence à dérouler le dossier de façon technique et de façon objective de ce qui s'est passé, la chaux, les outils, les achats, et puis ensuite la fuite derrière et tout, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça colle pas, il nous manque l'accusé. Est-ce que vous avez une version à livrer au président ? Moi ? Oui. Non, moi, à partie civile, c'est je vais attendre le président, et de préférence un bon président, pour qu'il déroule, et qu'à la fin, il se dise lui-même, à chaque fois, la porte n'est pas refermée, quoi. Je vous la repose, mais si ça n'est pas lui, qu'est-ce qui a pu se passer ? Ah, mais ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question que j'ai soulevée en avril 2011, dès que j'ai été constitué partie civile, puisque moi, Christine me dit c'est pas possible que mon frère ait pu faire ça. Maître, j'ai besoin de connaître le dossier, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, et en fait, ensuite, je me ferai mon opinion. Et elle a travaillé le dossier de façon acharnée pendant 1 an, 2 ans, pour arriver à ces conclusions-là. Mais moi, ce que je disais dès le début, parce que j'écoutais ma cliente, elle me dit mon frère n'a pas pu faire cela. Moi, je regarde le dossier, je me dis qu'un homme seul ne peut pas faire cela. Pas de sang, rien, pas de traces. Je me dis. Est-ce qu'il avait des complicités ? Eh ben voilà. Oui, mais je pense que les policiers l'ont tout de suite senti, puisque les 2 amis ont fait l'objet d'auditions très longues, pas en garde à vue naturellement, parce qu'il n'y avait rien contre eux, mais en se disant on va les faire craquer. Donc quand Emmanuel passe la nuit au service de police pour répondre à des questions, c'est au bout d'un moment on se dit celui-là il va craquer. En plus il était pas très bien, il était fragile, mais il a pas craqué. Juste le bonhomme, il sait pas ce qu'a fait son copain. À un moment il croit, à un moment il croit pas, et puis l'autre pareil, le deuxième copain, ils ont essayé de le faire craquer, rien. Et moi je vous dis, il y a un complice.
Il y a un complice, c'est mathématique, c'est matériel. On ne peut pas tuer des enfants dans leur sommeil, dans cette maison de 2 étages, les transporter en bas, sans laisser une seule goutte de sang. Il n'y a rien. Tout a été nettoyé. On est 15 ans après. Alors cette affaire, elle est devenue une sorte de mythe populaire, ce qui pour la famille, j'imagine, est très difficile. Parce que c'est aussi une forme de dépossession de leur propre histoire, avec quand même un drame. Comment ils vivent aujourd'hui cette affaire 15 ans après ? Alors, la famille prend cela avec beaucoup de recul. Ça dépend des membres de la famille, naturellement. En revanche, ils tiennent quand même à ce qu'on continue à en parler. C'est-à-dire, vous voyez, je suis sur ce plateau, je pourrais très bien être taisant en disant, bon, ça suffit, laissez-les faire leur deuil. Vous leur avez parlé. Voilà, laissez-les faire leur deuil. En fait, la famille du côté de Xavier, c'est vraiment continuer à travailler le dossier, continuer à le chercher, parce que lui seul aurait des réponses. Eux sont convaincus qu'il est vivant ? Pour moi, ils sont convaincus qu'il est vivant. Enfin, Christine est convaincue, elle ne veut pas admettre que son frère soit mort. Moi, j'ai d'autres théories, c'est que si c'est pas lui qui a fait cela, c'est quelqu'un d'autre, forcément, et que quel meilleur coupable que Xavier. Alors, personne n'a creusé la question de savoir si quelqu'un en voulait à cette famille, pour une raison X ou Y. Il n'y a eu aucune recherche, aucune investigation. Mais quel coupable idéal ? Vous l'enterrez dans un bloc de béton, je ne sais où, on le retrouvera jamais. Et pour le commun des mortels, il a tué toute sa famille. Et on continue à chercher pourquoi. Alors ça doit embêter les criminels qui ont fait cela, parce qu'on continue à parler de ce dossier. Et pourquoi a-t-il laissé tant de petits cailloux, tant d'images de lui ? C'est très bien qu'il est filmé quand il retire 30 € à la caisse d'épargne. Vous avez raison. Tout ça, il le sait. Alors, il y a une vision, j'allais dire, psychologique que le docteur Zaguri pourra nous expliquer, et j'apprécie, puisque ça me donne une clé, et qu'il a une vraie compétence pour le faire. Sauf que moi, je le vois différemment. C'est, je me fais voir. Je me fais voir. Pourquoi je me fais voir ? Parce qu'on m'a demandé d'être vu. Et ça va avec ce que je soutiens éventuellement, qui est une hypothèse, totalement de travail. Enfin, qui n'a pas été travaillé, mais si on lui dit, on a kidnappé toute ta famille, et fais l'idiot à droite à gauche, fais-toi remarquer pour montrer que t'es à droite à gauche, puis le 15, il disparaît, mais il disparaît soit volontairement, soit pas volontairement du tout. Et que quelqu'un à ce moment-là l'aurait tué, ça y est, c'est le coupable idéal. Pourquoi laisse-t-il tous ces indices ? Oui. D'un petit mot court, s'il vous plaît, Daniel Zigri, je sais c'est difficile. Non, pourquoi a-t-il laissé toutes ces traces ? Cher maître, vous édulcorez considérablement la foi de... mais vous faites la passe sur le dossier, alors c'est vous avez lu son opuscule, vous avez lu l'audition de la sœur aînée qui parle de pluie de sang. Les enfants ont vécu dans la terreur de ces pluies de sang, de ces... On n'a pas lu la même chose. La sœur, elle a été entendue le 15 avril, on lui a demandé où était son frère. Cher maître, je vous invite à les relire et vous verrez qu'on n'est pas dans la foi, on est dans quelque chose de très différent. Je renvoie vers votre livre, L'énigme publique numéro 1, au Seuil. C'est passionnant. Vous-même, vous le dites, c'est un livre absolument passionnant. Intéressant. Merci, maître, d'être venu sur le plateau. Il est obligé déontologiquement de dire ça. Je crois qu'il avait très envie quand même de discuter avec vous, maître. Oui, moi j'aime bien le débat. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Histoire criminelle. C'était passionnant et vous l'aurez compris, l'affaire du pont de Ligonnès, elle ne se referme jamais, en tout cas pas pour le moment. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, évidemment, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres histoires criminelles.